Et il a viré. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur le plateau de Choisissez votre camp. Nous allons commenter l'actualité, en particulier l'actualité grecque. Nous serons dans quelques instants au Parlement européen de Strasbourg, puisque Alexis Tsipras doit s'exprimer, ainsi que Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Vous voyez la salle en ce moment du Parlement européen de Strasbourg. C'est à suivre dans quelques minutes. Sur le plateau, Michel Delaunay, bonjour. Bonjour. Député de la Gironde, ancienne ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l'autonomie dans le gouvernement Ayrault. Et je précise également que vous êtes cancérologue de profession. Éric Anceau, responsable du projet politique de Debout la France, en charge de l'école et de la laïcité. Vous êtes également professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne et également à Sciences Po Paris. Philippe Moreau-Chevrolet, bonjour. Bonjour également communicant, président fondateur de MCBG Conseil en communication personnelle des dirigeants, et Christian de Villeneuve, bonjour. Journaliste, conseiller éditorial du Parisien Magazine. Vous avez dirigé de très nombreuses rédactions. On va justement regarder peut-être les unes de la presse de ce matin. Aujourd'hui en France, qui double une, qui a peut-être senti que les Français en avaient peut-être un petit peu marre de la Grèce. Le scandale des épaves roulantes, c'est assez hallucinant. Je vous recommande cette enquête dans le Parisien. Et puis Tsipras gagne du temps quand même. On parle de la Grèce. Libération Grèce, une passion française, avec le lien qui lie les deux pays. Et puis à lire, c'est pour vous, Éric Anceau, Najat Vallaud-Belkacem. On a tous un avis sur l'école. Le Figaro, Alexis Tsipras joue avec les nerfs des Européens. À la une de l'Humanité, la Grèce porte la revendication d'une autre Europe. À la une de l'Opinion, Grèce, le débat escamoté et le dessin de CAC. Question suivante, la Grèce doit-elle quitter la zone euro? Et c'est au jeu qui veut paumer des milliards. Je demande l'avis du public, répond Angela Merkel. L'Express, puisque les hebdos paraissent aujourd'hui. Comment sauver l'Europe? L'Obs, jamais sans la Grèce. Visiblement, la statue grecque est très, très à la mode pour illustrer le sujet. Et puis le Canard enchaîné avec le grec, on sent Zorba. Très bon. Bon, ça vous fait rire, c'est quand même pas mal. Que veut Alexis Tsipras? On peut peut-être commencer avec cette question. On attendait des propositions, il est venu les mains vides. Que cherche-t-il? Que veut-il? À quoi joue-t-il? Est-ce qu'il se moque des Européens? Moi, je pense qu'hier soir, ce qui s'est passé est quand même invraisemblable. Il y a une réunion au sommet des chefs de gouvernement à Bruxelles. Ils sont tous là réunis. On dramatise un peu la réunion et il ne se passe rien. Bon, moi, je me demande, à force, effectivement, on a le sentiment que Tsipras joue la montre. Et on peut quand même s'interroger sur le fait qu'il veuille vraiment rester dans la zone euro. Oui. Ouais, vraiment, et qui préfère que la responsabilité soit prise soit par les responsables de la zone euro, soit par une situation de fait, dans la mesure où on arriverait à un blocage des banques à Athènes. Écoutez ce que disait François Fillon ce matin sur RTL à propos justement de cette réunion d'hier. Ce qui s'est passé hier soir à Bruxelles est stupéfiant. Le fait que les Grecs arrivent sans c'est surtout des chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent pour un Conseil européen, toujours un peu exceptionnel dans le fonctionnement même de l'Union européenne, puisqu'on n'a jamais réussi à mettre en place un gouvernement économique de la zone euro avec des rendez-vous réguliers, pour qu'il ne se passe rien. Les Européens devraient prendre des initiatives, parce qu'ils donnent le sentiment de laisser aller les événements. C'est votre sentiment aussi, Michel Delaunay? Il ne s'est pas tout à fait passé rien, puisque parallèlement, la Grèce a demandé un secours d'urgence, en quelque sorte, pour aller jusqu'à la fin du mois. Pour ma part, cela montre qu'elle veut un compromis, qu'elle veut un accord. Et je crois que l'avis est général, il faut un accord. Mais respecter, comme vous vous rappelez, le pape parlait disait que l'Europe était la terre de la dignité, sa valeur cardinale, c'est le cas de le dire, était la dignité. Eh bien, il faut respecter la dignité du peuple grec, ça veut dire aussi la fierté, mais aussi qu'elle ne tombe pas dans des conditions de vie indécentes, ce qui n'est pas acceptable pour un peuple européen. Donc il y a un jeu actuellement entre ceux qui veulent, et avec raison, que l'on respecte aussi la règle, et ceux qui veulent
une solution digne et acceptable pour eux-mêmes. Donc je crois qu'il va falloir rendre la règle acceptable, c'est-à-dire très clairement accepter de différer le remboursement de la Grèce. Je crois profondément que tout le monde veut un accord, y compris Tsipras, et là nous ne convergeons pas, mais qu'il joue la montre pour trouver une solution qui soit décente pour lui-même, d'abord, il est très clairement quelqu'un de très fier, et décente pour son peuple. Oui. Éric Anceau. Écoutez, Tsipras vient de très loin. N'oublions pas que dans les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir en janvier dernier, et je trouve que ce qu'il a fait est absolument formidable. Formidable, mais oui, effectivement. Discours gaulien. Je sens une pointe d'ironie dans vos propos. Pas du tout, vraiment. Il s'est révélé être un véritable homme d'État. Oui, discours gaulien la semaine dernière. Référendum, c'était pas gagné. Il a gagné ce référendum. Et donc là, pourquoi est-ce que l'Europe n'a pas réagi ? Tout simplement parce que l'Europe est très embêtée. C'est Tsipras maintenant qui a les clés en main. Regardez quand même les partis politiques grecs, y compris Nouvelle Démocratie, le parti de centre-droit. Ils lui ont donné en quelque sorte, ils l'ont mandaté avec quelques limites pour négocier avec l'Union européenne. Donc moi je crois, et c'est ce que nous disons depuis le début, que de toute manière la Grèce finira par sortir de l'euro, parce que l'euro est un véritable carcan pour elle. Et je pense effectivement que... Alors, est-ce que Tsipras le veut ? Je ne suis pas devin. Bien malin celui qui pourrait le dire. En revanche, la renégociation et le rééchelonnement de la dette grecque, on se dirige à grands pas vers elle, sans quoi, eh bien, ça va être l'annulation de la dette. Et ça, je crois qu'aucun dans l'Union européenne ne souhaite ça. Philippe. Tsipras a plusieurs agendas. En fait, il a un agenda domestique qu'il maîtrise très bien un peu. Effectivement, ça plaît beaucoup aux gaullistes au sens large, comme vous, parce que il utilise le référendum. Il utilise finalement cette logique de la Ve République, qui est de faire appel au peuple pour se renforcer dans sa légitimité. Et du coup, il devient un peu inattaquable parce que quand on fait appel au peuple, après, on est un peu gêné aux entournures pour lui reprocher. On a cette espèce de jeu qui consiste à dire à Tsipras, mais vous avez été élu, peut-être que vous n'êtes plus obligé, quand une fois élu, de consulter le peuple. Tsipras, il n'est pas dans cette logique-là, il est plus dans une logique gaulliste. Et il a un agenda qui est international, qui est de jouer aussi avec l'appui des États-Unis, dont il bénéficie à l'heure actuelle. Les États-Unis qui jouent Tsipras contre l'Europe, et l'appui de la Russie, qui a dit au lendemain du référendum, la Russie a même tweeté que Tsipras faisait un pas pour sortir de la zone euro. Donc en réalité, Tsipras, il est un peu comme un leader du tiers-monde, des pays du tiers-monde, pendant la guerre froide. Il sait qu'il a plusieurs fers au feu, donc il va en jouer, ce qui n'est pas la meilleure des positions pour son peuple, mais pour lui en tout cas. Oui, Michel Delaunay. Écoutez, je suis très surprise sur la position américaine. N'oublions pas que la Grèce appartient à l'OTAN. Et la Turquie, sa voisine, également. Et la Grèce a aujourd'hui des dépenses militaires qui sont considérables relativement à son budget. Et personne n'en parle, très peu en tout cas. Alors que l'OTAN pourrait garantir les frontières de la Grèce. Je dis des choses un peu simplistes, c'est plus complexe que cela. Mais on pourrait avoir des voies de négociation de cette manière, en soulageant la Grèce de sa situation géographique qui, avouons-le, est délicate, mais aussi de ses problèmes avec la Turquie. Et là, on n'entend rien. Obama joue la Grèce, mais sur l'OTAN, il a oublié pour l'instant. Effectivement. Tout à fait d'accord. Il y a un élément important, on disait tout à l'heure, hier, rien n'est sorti en fait des négociations. Moi, je crois que Tsipras attendait d'être devant le Parlement aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui veut s'exprimer devant le peuple et devant l'opinion publique internationale. Donc j'attends beaucoup de ce qu'il va dire ce matin. De ce discours qui devrait intervenir dans quelques minutes. On voit au Parlement de Strasbourg, effectivement, que tout le monde attend. Le discours était prévu pour 9h45. Visiblement, il y a un petit peu de retard. Oui, Philippe Rocher. Il a quand même viré Varoufakis, son ministre des Finances, qui était quand même le gros point noir dans les négociations avec les Européens. Il l'a quand même poussé vers la sortie, donc il donne des gages quand même. C'est pas sûr. C'est un jeu de rôle, parce que le nouveau ministre est beaucoup plus intransigeant sous ses dehors, on va dire modestes, que ne l'était Varoufakis. Varoufakis
il porte beau, voilà, il fait beaucoup, il brasse beaucoup d'air. Mais en fait, il était moins sur la ligne Syriza. C'est vrai qu'il avait conseillé Papandréou, il avait conseillé les socialistes modérés avant Varoufakis. Je crois aussi que Varoufakis empiétait un peu sur la fierté personnelle de Tsipras. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il attend, le monde entier attend ce qu'il va dire, il est mis en majesté. Oui, il est mis en majesté. Et s'il ne dit rien, là, il sera ridicule. Oui. On va voir. Oui, on va voir. J'ajoute un petit mot qui n'a été que très peu souligné. Varoufakis, qui est professeur d'économie, enseigné l'économie aux États-Unis et en Australie, est un spécialiste de la théorie des jeux. Et de ce point de vue, c'est extrêmement intéressant parce que Tsipras s'est mis à son école. Et je dois dire qu'il manœuvre très bien. Je suis assez admiratif. Oui, donc c'est effectivement, on est vraiment dans la tactique. Et dans ils sont très joueurs tous les deux. Le jeu. Je vous signale à lire dans Libération une tribune d'Olivier Postel-Vinet qui demande si on peut faire confiance aux économistes. Et ça va, moi, un petit peu dans le sens de ce que je ressens depuis 2 jours. Il dit comparer ces 2 phrases. La victoire du oui signifierait s'enfoncer dans une dépression presque sans fin. Et l'autre phrase, en cas de victoire du non, la Grèce continuera de régresser et s'enfoncera dans une récession de plus en plus sévère. La première phrase, c'est un prix Nobel, Joseph Stiglitz, et la deuxième phrase, c'est également un prix Nobel, Christopher Pissarides. Les économistes, c'est comme les psychanalystes. Autant de médecins, autant de doctrines. Voilà, sauf que c'est un petit peu inquiétant de voir qu'on... Pardonnez-moi, mais les politiques aussi, parce qu'à l'intérieur de chaque camp, il y a des positions très divergentes. Oui, mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal quand même à comprendre. Personne ne comprend. Il faut oser le dire et l'affirmer. Personne ne comprend et ne sait visiblement, même au niveau des prix Nobel d'économie, ce que seront les conséquences d'une sortie ou non de la Grèce, de l'euro. 7 l'ont réclamé, 7 d'entre eux, les prix Nobel d'économie, donc Stiglitz et Krugman en particulier. L'économie, c'est l'historien qui parle, c'est peut-être la plus scientifique des sciences sociales, mais ça reste comme une science sociale. Donc il n'est pas étonnant que les économistes, eux, s'étripent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qu'on appelle les économistes hétérodoxes, pendant très longtemps, n'ont pas eu la parole, et qu'aujourd'hui, enfin, ils l'ont pour une forme de rééquilibrage. Voilà, on voit Alexis Tsipras qui est en train d'arriver, Et on voit Jean-Luc Mélenchon qui est sur le côté. Jean-Luc Mélenchon qui parle du gouvernement grec en disant notre gouvernement. C'est la première, peut-être la seule fois où il peut le faire. Mais... Il doit être très jaloux là. Tsipras prend quand même beaucoup de... Regardez, vous voyez les députés... Mais sur quel banc est-il applaudi? Absolument. Mais on voit en tout cas la vigueur de ceux qui l'applaudissent. Voilà, c'est le moment des anti-européens. On voit se réaliser la possible sortie d'un pays de l'euro qui réclame depuis des années. Donc et un peu la tête là. Épiphanie pour eux. On a aperçu Martin Schulz qui lui a l'air beaucoup moins enthousiaste. Il était assez figé, on dirait une rockstar quand même. C'est un formidable communicant. Tsipras s'est révélé dans le débat pour l'élection du président de la Commission européenne. C'est là où on a vu Tsipras face à tous les candidats, et notamment Juncker, se révéler médiatiquement. Et il était vraiment meilleur que les autres. Même en anglais. Il a un charisme fou. C'est un beau jeune homme et il est il a un très beau charisme. On ne peut pas le dire autrement. La gauche française rêve d'un Tsipras. Il faut le dire. Ne dites pas ça, Manuel va être très malheureux. Alors, ce n'est pas lui visiblement qui va ouvrir les discours. Je pense que c'est peut-être... Pardon, on va voir. On attend. On va continuer, nous, à parler en attendant. C'est peut-être... Non. On n'écoute pas celui-là, me dit-on. Voilà. Donc, continuons. Peut-être revenir sur le sondage ce matin dans le Figaro. C'est un sondage Figaro LCI. Oui, ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est que les Français, l'opinion française globalement, à l'inverse, mais pense que Merkel est beaucoup mieux, est la mieux placée pour régler le problème. Absolument. Donc on voit, pour sortir... C'est là où on comprend que personne ne comprend rien. Pour sortir de la crise actuelle entre la Grèce et les autres pays européens, faites-vous plutôt confiance à François Hollande, 24%, à Angela Merkel, 44%. Il faut qu'Angela Merkel se présente en France. Et on a besoin de Merkel et de Tsipras, finalement. Chacun le sien. Michel Delaunay, ce chiffre assez étonnant tout de même. Oui, je crains que Merkel ne soit pas la mieux placée. Parce qu'il faut penser à l'histoire. Tout simplement, et que l'Allemagne a
un fort passé, un long passé ou un ancien passé, c'est un pléonasme, avec la Grèce, qui fait qu'il y a une souffrance particulière dans ce dialogue. Et voilà. Je crois que le rôle de Hollande peut être très réel, parce que justement, il a une position tout à fait différente. Et on verra, effectivement, il y a aujourd'hui quelque chose d'important. Et je crois que quand Hollande. Merkel vient à Paris et non l'inverse, c'est un peu ce signe qu'elle veut donner. Sauf qu'hier soir, l'image était... autant il y avait une position claire et nette de Merkel, autant la position du président de la République semblait quelque peu embarrassé. Vous voulez qu'on l'écoute? Pour être gentil. On va l'écouter, François Hollande, nous justement. Nous aurions été à sa place, mais nous n'y sommes pas. On va écouter François Hollande. C'était hier. Nous devons faire preuve de responsabilité, de solidarité, mais aussi de rapidité. C'est-à-dire que la responsabilité, c'est à la Grèce de faire des propositions. La solidarité, c'est à l'Europe de les mettre dans une perspective de moyen terme, avec bien sûr une aide immédiate qui doit être fournie. Mais faut-il encore qu'il y ait cette perspective de moyen terme? On ne va pas parler de la Grèce tous les 3 mois. Et enfin, il faut de la rapidité. C'est-à-dire que c'est dans la semaine que les décisions doivent être prises. Non, responsabilité, solidarité, rapidité. C'est la boîte à outils, c'est le retour de la boîte à outils, c'est le langage boîte à outils de Hollande. Oui. C'est le moment où il part et où on comprend plus rien parce qu'il cherche à noyer le poisson et on s'en rend. C'est un peu embarrassant finalement. Et la réalité, c'est qu'il a un peu loupé cette séquence. Autant Sarkozy, quand il était président du Conseil de l'Europe, a su gérer l'Europe, et se donner l'impression qu'il était la superstar, même parfois en faisant pas grand-chose. Autant Hollande, certainement en agissant beaucoup, est totalement disparu de l'affiche. C'est assez étonnant. Voilà. Allez, on va s'arrêter, c'est l'heure du journal avec Sébastien Borgna et on se retrouve tout de suite après. Voilà, retour sur le plateau de Choisissez votre camp. On parlera de Miramas tout à l'heure puisqu'on va aller à Strasbourg pour retrouver donc Alexis Tsipras qui va s'exprimer devant le Parlement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, c'est un honneur pour moi de m'exprimer ici au cœur de la démocratie européenne. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de m'exprimer, de m'adresser aux élus européens à une heure aussi cruciale pour mon pays, la Grèce, mais aussi pour la zone euro et l'Union européenne dans leur ensemble. Je me trouve parmi vous quelques jours à peine après que le peuple grec se soit exprimé fortement en choisissant s'exprimer. Nous avions en effet choisi de donner la possibilité au peuple de s'exprimer pour décider de son avenir. Et nous avons reçu mandat de nous efforcer de trouver une solution durable et juste à la question grecque en évitant les écueils du passé qui avaient condamné l'économie grecque. Une solution sans l'austérité extrême qui condamne l'économie à un cercle vicieux avec une récession forte. Le choix courageux du peuple grec dans des conditions très difficiles, avec des banques fermées, avec une campagne médiatique exprimant que le non revenait à choisir l'affrontement avec l'Europe, la rupture avec l'Europe. Le peuple grec a fait ce choix courageux dans ce contexte. Je suis heureux d'être ici, au cœur de la démocratie, et d'entendre aussi les réactions qui sont les vôtres. Je voulais dire donc que le choix du peuple grec n'était pas le choix de la rupture avec l'Europe, mais le choix du retour à ceux qui sont les principes fondateurs de l'Europe. Je veux parler des principes de la démocratie, de la solidarité, du respect mutuel et de l'égalité.
Le message est clair. L'Europe, notre entreprise commune, notre intégration européenne commune, l'Europe sera démocratique ou alors elle aura beaucoup de mal à survivre aux heures difficiles que nous traversons. Le gouvernement grec négocie avec ses partenaires pour obtenir que l'on confirme à nouveau le respect de deux choses, le respect des règles de fonctionnement de l'Europe, mais aussi le respect du respect plein et entier du choix démocratique des peuples. Mon gouvernement et moi-même, nous avons pris nos fonctions il y a 5 mois et demi environ. Mais les plans de sauvetage, eux, ont commencé, non pas il y a 5 mois et demi, mais il y a 5 années et demie. J'assume pleinement la responsabilité de ce qui s'est passé pendant les 5 mois et demi écoulés. Mais nous avons le devoir de bien comprendre que la responsabilité de la situation actuelle, de la situation grecque actuelle et des difficultés européennes actuelles, cette responsabilité ne trouve pas sa source dans les 5 mois et demi écoulés, mais dans les 5 années et demie qui précèdent. Et je veux vous assurer, indépendamment du point de vue que l'on peut avoir sur le bien fondé ou non des tentatives de réforme, il y a une chose qui est claire. Le peuple grec a fait des efforts d'ajustement extrêmement forts ces dernières années. Des efforts qui ont épuisé la résistance de la population grecque. Évidemment, la Grèce n'est pas la seule dans ce cas. Il y a eu d'autres pays qui se sont trouvés face à des difficultés et je respecte parfaitement les politiques douloureuses qui ont pu être mises en œuvre, des politiques d'austérité. Mais nulle part ces programmes n'ont été aussi durs et aussi longs qu'ils l'ont été en Grèce. On peut dire que mon pays, ces 5 dernières années, est devenu un champ d'expérimentation de l'austérité. Mais nous devons bien voir la réalité en face. L'expérience a échoué. Ces 5 dernières années, le chômage a explosé. La pauvreté a explosé, la marginalisation, l'exclusion sociale se sont développées, comme la dette publique d'ailleurs, qui avant le début des programmes était à 120% du PIB contre 180% du PIB aujourd'hui. Aujourd'hui, une majorité du peuple grec, indépendamment des évaluations des uns et des autres, il s'agit là d'une réalité, il y a une majorité du peuple grec qui estime ne pas avoir le choix. Il faut qu'il demande de rompre avec cette trajectoire sans issue. C'est ce choix qui s'est exprimé de la façon la plus démocratique que nous devons maintenant concrétiser au gouvernement grec. Nous souhaitons un accord avec nos partenaires, mais un accord qui montre une possibilité de sortir de la crise, qui montre qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, un accord qui comporte des réformes nécessaires, personne ne le conteste. Mais le fardeau devra être supporté par ceux qui peuvent le supporter et qui, ces 5 dernières années, ont été protégés, épargnés par les gouvernements, alors que le fardeau était supporté par les travailleurs, par les retraités, par tous ceux qui n'ont plus la possibilité de continuer à supporter ces fardeaux. Il faudra des politiques de redistribution pour les plus vulnérables, pour aller dans le sens d'une croissance durable.
Ce que nous proposons à nos partenaires, c'est un ensemble de réformes avec une juste répartition du fardeau et avec le moins de conséquences favorables à la récession possible, en couvrant les besoins de financement du pays et en mettant en place un programme qui puisse aboutir à la croissance, faute de quoi nous ne sortirons jamais de la crise. Notre premier objectif doit être de lutter contre le chômage et de renforcer les entreprises. Notre proposition doit aussi aboutir à un engagement à trouver une solution à la dette, une solution durable à la dette. Et il ne doit pas y avoir de questions taboues. Nous devons voir la réalité en face et chercher des solutions, si difficiles soient-elles. C'est ce que nous avons proposé à l'Eurogroupe lors du sommet d'hier. Aujourd'hui, nous présentons une demande au mécanisme européen de stabilité. Dans les 2 prochains jours, nous allons préciser nos propositions et j'espère que nous pourrons trouver une solution dans l'intérêt de la Grèce, mais aussi dans celui de la zone euro. Et je ne pense pas tant à l'intérêt politique, à l'intérêt économique, qu'à l'intérêt géopolitique de l'Europe. Que les choses soient claires. Les propositions du gouvernement grec pour financer ses obligations et pour restructurer la dette ne visent pas à faire supporter cette charge par le contribuable européen. Les fonds qui ont été attribués à la Grèce ne sont jamais arrivés au peuple grec. Ces fonds ont été affectés au sauvetage des banques grecques et ces fonds ne sont jamais parvenus au peuple grec. De plus, depuis août 2014, la Grèce n'a pas reçu de décaissement au titre du plan de sauvetage qui a expiré fin juin. 7,2 milliards d'euros ne sont toujours pas arrivés depuis août 2014. Et à l'époque, ce n'était pas nous qui étions au gouvernement entre le mois d'août 2014 et le mois de janvier 2015. Ces fonds n'ont pas été versés parce que le programme n'était pas réalisé à l'époque. Et si à l'époque le programme n'était pas réalisé, ça n'était pas du tout de la couleur du gouvernement, mais tout simplement parce que le programme, à l'époque comme aujourd'hui, ne pouvait pas s'appuyer sur l'acceptation populaire. Et il faut qu'il y ait un consensus pour qu'un programme tel que celui-là soit réalisable. Mesdames et messieurs, la Grèce s'est efforcée de négocier pour obtenir ces décaissements de 7,2 milliards fonds qui s'accompagnait de la nécessité de rembourser 17,5 milliards d'euros sur la même période. Mesdames et messieurs les députés, je ne suis pas de ceux qui prétendent que tous les maux du pays sont à mettre sur le dos des étrangers, des vilains étrangers.
Si la Grèce est dans cette situation, c'est parce que pendant des décennies, les divers gouvernements successifs ont gouverné de façon clientéliste, en soutenant la corruption, en jouant le jeu d'une collusion avec le pouvoir économique, sans contrôler la fraude fiscale des plus riches. D'après le Crédit Suisse, 56% des richesses nationales seraient entre les mains de 10% de la population grecque. Et au plus fort de l'austérité, ces 10% de la population grecque sont restés épargnés et n'ont pas contribué à supporter le fardeau comme les 90% de la population restante. Ces programmes d'action, ces mémorandums n'ont pas remédié à cette situation. Au contraire, le mémorandum n'a pas amélioré le dispositif de perception des impôts qui s'est effondré malgré les efforts de certains fonctionnaires zélés mais intimidés par ailleurs. La collusion entre l'establishment politique, les oligarques et les banques est restée. Aucune réforme n'a amélioré le fonctionnement de l'appareil de l'État qui a pris l'habitude de fonctionner pour servir des intérêts particuliers plutôt que le bien commun. Malheureusement, nous en sommes arrivés là par le biais de ces réformes, prétendues réformes. Nos réformes à nous ont des objectifs différents. Nous voulons lutter contre le règne des oligarchies et des cartels, contre la fraude et l'évasion fiscale. Nous voulons moderniser l'État. Ce sont pour nous des priorités. Et nous attendons l'accord de nos partenaires sur ces priorités. Nous sommes porteurs d'un mandat fort du peuple grec et nous sommes déterminés, non pas de rechercher l'affrontement avec l'Europe, mais de nous en prendre aux intérêts établis dans notre pays et aux mentalités qui ont enfoncé la Grèce et qui sont en train d'enfoncer l'eurozone avec elle. Mesdames et messieurs les députés, la Grèce est à la croisée des chemins. Ce qu'on a coutume d'appeler la crise grecque n'est que l'impuissance de la zone euro à trouver une solution définitive à une crise de l'endettement qui s'auto-alimente. En réalité, il s'agit d'une question qui est bel et bien européenne et non pas exclusivement grecque. À problème européen, il faut une solution européenne. L'histoire de l'Europe est une histoire de conflits, mais qui finissent au bout du compte par des compromis. C'est aussi une histoire de convergence et d'élargissement. C'est une histoire d'unité et pas de division. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle nous parlons de l'Union européenne. Ne la laissons pas se transformer en division de l'Europe. Aujourd'hui, nous voulons trouver un compromis honorable pour éviter une rupture qui serait une rupture avec la tradition européenne. Nous sommes tous conscients des enjeux et nous sommes prêts de notre côté à prendre nos responsabilités historiques. Merci.
Donc le discours très attendu d'Alexis Tsipras. Éric Anceau, vous en attendiez beaucoup. Est-ce que vous êtes déçu? En tout cas, pas de propositions concrètes. Il a dit que dans les 2 jours qui venaient, il y aurait des propositions. Il a dressé un tableau assez noir de la Grèce. Il a attaqué avec beaucoup de virulence les précédents gouvernements. Il s'est beaucoup victimisé, il a beaucoup victimisé son pays. Vous attendiez autre chose? Il n'a pas victimisé son pays. Il a rappelé que les gouvernements qui l'ont précédé, et c'est une réalité, socialistes comme de centre droit, étaient des gouvernements corrompus, liés à la finance internationale. Pourquoi la Grèce est-elle rentrée dans l'euro alors qu'elle ne remplissait aucun des critères le lui permettant? Voilà une question qu'il faut se poser. J'attendais le discours qu'il a prononcé. Moi, Alors, je sais que sans doute les personnes qui sont à cette table ne seront pas d'accord avec moi. Pour moi, il n'y a pas une ligne à retrancher de ce discours. En effet, il a posé la donne, c'est-à-dire qu'il va falloir négocier. Selon moi, Tsipras a toutes les cartes en main, parce que si on veut expulser les Grecs de la zone euro, je rappelle qu'aucun des traités ne le permet. Ça n'a pas été prévu. Nous sommes dans une construction idéologique, l'Union européenne. Oui. On n'a pas prévu de rétrograder. Et donc, il va entraîner avec lui, et certains mésestiment ce qu'il peut faire. Ça ne pèse que 3% du PIB de la zone euro, la Grèce. Il peut entraîner tout l'édifice avec lui. Donc, il a les cartes en main. Alors, on va voir maintenant si Tusk, si Juncker sont prêts à rétrograder. Oui, Christian de Villeneuve. Moi, je trouvais que c'était un discours de politique intérieure, parce que vraiment, il a fait... Oui. Voilà. Et il ne répond pas du tout, il s'adressait au Parlement européen, et il ne répond pas du tout aux questions qu'on se posait au début de l'émission. Oui. Quel type de proposition il va faire? Alors, les propositions, on va faire des propositions pour lutter contre le chômage. Bon, moderniser l'État. Pour restructurer la dette. Mais il ne nous dit pas comment. Pas une fois, il nous dit comment. Il a vaguement évoqué l'évasion fiscale, mais il n'a pas dit qu'il y a réforme fiscale. Il n'a pas évoqué ce qui est très demandé par les Européens, la réforme du régime des retraites qui était extrêmement déficitaire. Il n'a pas évoqué l'administration grecque la réforme de l'administration grecque qui est pléthorique. Honnêtement, aujourd'hui, on peut être très déçu à l'issue de ce discours. Oui, Michel Delaunay. À vrai dire, un peu déçu. Parce que, non, pas autant, car visiblement, il y a quand même une recherche du compromis. Et vous voulez vraiment y croire. Vous y croyez? C'est bien parce que vous voulez vraiment y croire. C'est bien parce que je veux. C'est l'optimisme de la volonté. Voilà. Mais ça marche quelquefois. Oui, c'est vrai. Donc, mais c'est vrai qu'il s'est adressé davantage aux Grecs qu'aux Européens, et en particulier aux autres pays européens. À un moment, il a dit les autres pays aussi ont souffert, je ne le néglige pas, mais il aurait dû y mettre plus de poids. Et à la fin, quand il demande un compromis honorable, il aurait beaucoup grandi son discours en disant un compromis honorable pour toutes les parties. Pour toutes les parties. Pour toutes les parties. Donc, en effet, il est demeuré dans une optique gréco-grecque qui est un peu déplaisante. Je pense que sa stature aurait gagné de s'adresser vraiment aux Européens. On doit lui accorder une chose, et c'est pas la seule. Mais c'est vrai que l'exaspération grecque ne peut qu'être forte. Parce que dans d'autres pays qui ont fait des efforts, il y a des résultats. En Grèce, il n'y en a aucun après les 5 ans et demi. Au contraire, il y a une aggravation. Donc, si nous faisions partie de ce peuple, nous serions en effet très, très irrités et très inquiets. Ce que j'ai noté aussi, c'est, en dehors du discours idéologique qui est très, très fort, c'est la volonté de redistribution. Il a clairement cité ça ne doit pas toucher le peuple pauvre, mais au contraire les couches, les groupes qui peuvent subir cette redistribution en quelque sorte. Et là, je pense qu'il y a des sous-entendus assez forts et que les armateurs, voire même l'Église orthodoxe, n'ont pas écouté ça d'une oreille très, très sympathique. Au détour de cette phrase, et j'en termine, je m'interroge beaucoup, personne n'en parle, sur le rôle de l'Église orthodoxe. Oui, et en particulier sur son rôle social. On a vu, dans le reportage avant, ce que j'appelle l'indécence, c'est-à-dire le jour où les gens ne peuvent plus se soigner. Oui. Eh bien,
voit-on des hôpitaux ouverts. On nous a parlé de la Croix-Rouge. On ne nous parle pas du rôle de l'Église orthodoxe. Il me semble que... qui est extrêmement riche. Voilà, j'ai cité François tout à l'heure, je reste, comme vous le voyez, dans la laïcité, mais ça vaudrait bien de vendre quelques possessions, de faire un hôpital. Enfin, là, je suis un peu trop concrète. C'est très concret. Mais je trouve qu'il y aurait là une place majeure pour que cette Église grecque retrouve sa base sociale. Peut-être l'annoncera-t-il dans les jours. C'est vrai qu'il n'a pas dit concrètement comment il allait faire. Ah non, Tsipras n'a rien dit là-dessus. D'ailleurs, c'est pas à lui de dire aujourd'hui. Mais je m'interroge sur ce rôle et sur ce que va consentir l'Église orthodoxe. Philippe Moreau-Chevrolet. Moi, je pense que Tsipras, c'était dans son rôle. Moi, je ne m'attendais pas à un autre discours. En fait, il est dans la construction d'un rapport de force politique. Il y a des gens dans l'hémicycle à côté de lui qui avaient des panneaux des panneaux qui étaient là. Il était là pour essayer de compter ses voix aussi dans le Parlement européen et pour dire aux Européens, je viens aussi au Parlement vous apporter ce clivage politique qui vous scinde, qui est un clivage qui scinde l'Europe, même si, évidemment, les souverainistes ne sont pas en majorité au Parlement européen. Je suis là pour jouer sur ce clivage aussi. Donc, je vais jouer jusqu'au bout la partition politique. Et je joue le peuple grec contre les élites européennes bruxelloises. Et il joue la base du peuple grec, et là-dessus Michel Delaunay a parfaitement raison, il joue la base du peuple grec, qui est la base la plus affectée et qui correspond à son discours et à sa posture idéologique depuis toujours. En réalité, Tsipras, il est très cohérent, c'est un homme de gauche, populiste, d'une certaine façon, et qui est en train d'adopter une ligne souverainiste dure, voilà, qui a été la sienne depuis le départ. Et c'est la ligne que souhaite le peuple grec. Et moi, je vais aller plus loin que ça, je pense que c'est aussi la ligne qu'on peut retrouver à travers des sondages en France. Il y a une rupture entre les élites européennes et le peuple. Et il y a une incapacité à dialoguer entre les deux. Et Tsipras exploite cette faille-là. Et il le fait avec toutes les raisons du monde parce que jusqu'à récemment, son prédécesseur, dans le gouvernement de son prédécesseur, il y avait un ministre de la Santé qui est allé jusqu'au bout de l'austérité en disant maintenant, vos nouveau-nés, quand vous venez d'accoucher à l'hôpital, on ne vous rend pas vos enfants tant que vous n'avez pas acquitté les 900 € de l'accouchement. C'est ça le quotidien du peuple grec. Et Tsipras, il sait qu'il a un boulevard là-dessus parce que c'est pas Calimero. Je suis pas d'accord avec le camarade Arnaud Danjean là-dessus. On peut pas parler de Calimero. Se dire c'est un peuple qui souffre véritablement. La souffrance, on peut pas la nier. Qu'il s'en serve comme étendard pour dire qu'il a besoin d'aide. Et ben ma foi, c'est un chef d'État dans son rôle. Et c'est bien d'avoir des chefs d'État de ce bois-là parfois. Oui, j'ai un autre message sur Twitter qui me dit « Je suis sûr que tous les Européens sont en larmes après ce discours de Tsipras, tant d'injustice quand même. » C'est vrai qu'il a... Voilà. Mais pourquoi ? Il a peut-être raté son discours. Hein. Non. Pour moi, tout était calculé. Il n'a pas raté son discours. Bien sûr, mais vous avez été... Non, mais est-ce qu'il n'a pas raté le sens ? Est-ce qu'il ne l'a pas raté ou qui aujourd'hui, effectivement... il y avait le monde entier dans va pleurer, oui. Mais oui, mais encore une fois, il parle au peuple. Par rapport aux élites. Mais il ne s'adresse pas aux Grecs, il s'adresse... Non, mais il construit un rapport de force avec les Européens. C'est un rapport de force. C'est de la politique. Il aurait gagné à être plus, alors je vais faire plaisir, là, à plus gaulien, c'est-à-dire parler à l'Europe. Tout à fait d'accord. Parler à l'Europe. Je suis pas d'accord. Des efforts ont été faits par les Grecs. Regardez les pensions de retraite quand même, elles ont été considérablement réduites. On dit qu'il ne s'est pas attaché aux niches fiscales. Il a commencé à s'attaquer. Alors là, par contre, où je rejoindrai Michel Delaunay, c'est l'Église orthodoxe, qui est la première puissance financière de Grèce. Et effectivement, elle pourrait mettre un petit peu plus la main à la poche. Pour tout vous dire, nous avons un allié qui est au pouvoir avec Syriza en Grèce. Ce sont les Grecs indépendants. Et les Grecs indépendants, c'est aussi le parti qui est lié à l'Église orthodoxe. Donc nous prêchons pour que les Grecs indépendants... Prêcher. Voilà. Là, oui, c'est important. Prêcher contre l'Église. Mais vous avez vu, il a annoncé des choses quand même. Vous dites qu'il n'a rien annoncé. Il a dit qu'il allait s'en prendre aux puissants et aux riches. Oui, c'est Attendons. Oui, on a entendu. Jusqu'à présent, il s'en est pas pris à l'Église, qui était d'ailleurs un soutien plus ou moins de Tsipras au départ. Exactement. Donc la position de l'Église est beaucoup plus ambiguë que ce qu'on est en train de décrire. Après, moi, je suis pas très à l'aise parce que je suis chrétien orthodoxe moi-même, mais russe. Donc voilà, je suis pas. J'ai du mal avec la critique de l'Église quand on dit qu'elle fait pas de social, parce que la plupart des hommes d'Église en Grèce comme ailleurs sont des gens pauvres, sont pas des gens qui font ça pour l'argent. Mais c'est vrai que l'Église en elle-même, en tant qu'institution, pourrait débloquer de l'argent. Et disons qu'elle devrait le faire avant que ça devienne un clivage politique et qu'on vienne lui prendre. Et avant qu'on
l'impose, exactement. Un tweet nous fait remarquer aussi que le FN applaudit avec l'extrême gauche au Parlement européen. J'ai regretté qu'on l'ait pas vu. Je voulais voir les rendus Il construit un rapport de force politique, Tsipras. Il va chercher ses alliés partout, même au FN. D'extrême droite et d'extrême gauche. Autre tweet de Tsipras applaudi par l'extrême gauche et l'extrême droite au Parlement européen. Arnaud Danjean qui dit aussi merci à Manfred Weber de rappeler l'exemple de la Lettonie à Tsipras et l'Irlande, le Portugal, pas moins digne et démocratique que la Grèce. C'est vrai que ces pays-là sont aussi... Plus d'empathie à leur égard aurait été opportun. Exactement ce que vous disiez. Dernière ligne droite, donc il a dit que Tsipras a dit qu'il ferait des propositions dans les 2 jours qui viennent. Dimanche, un Conseil européen. Vous avez l'air d'en douter. Villeneuve, on voit pas. Hier, on parlait de propositions. Ce matin, on parlait de propositions. Voilà, il joue la montre. On va parler un petit peu d'autre chose. Parlons, justement, je vous avais parlé de Miramas et de ce vol spectaculaire, ahurissant, qui a eu lieu hier dans un dépôt de l'armée, uniquement des cisailles, pour cisailler un grillage. Michel Delaunay, comment est-ce possible ? Je dois d'abord préciser que je n'y suis pour rien. Non. Mais je l'attendais. C'est pas vous qui avez... Très objectivement, je l'attendais, moi, dans ce contexte à la fois de petit terrorisme à Marseille ou dans d'autres villes. Il ne faut pas stigmatiser Marseille. Et d'autre part, de terrorisme tout court. Là, c'est peut-être on se dit, on va prendre des armes là où elles sont. Oui. Et j'ai été surprise qu'il n'y ait pas eu, et je pense que cela ne nous a pas été caché, qu'il n'y ait pas eu d'autres actes de cette sorte. Et bien sûr, quelle conclusion on peut en tirer, c'est qu'il faut sécuriser davantage ces lieux. Moi, j'ai eu craint un moment, on nous a dit il y a 7 lieux ou 5 lieux, j'ai craint qu'on nous donne l'adresse. Avec le digicode. Avec le digicode. Ce qui est étonnant, c'est la facilité avec laquelle ils ont opéré. C'est incroyable. Visiblement, je crois qu'il y a une complicité intérieure, parce qu'autrement, c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est très choquant et c'est pas rassurant en pleine période de plan Vigipirate de voir c'est incroyable. Voilà, ça c'est vraiment même pas de caméra de surveillance. Ça part pas forcément au terrorisme, ça peut aussi être du trafic d'armes. Oui, mais ça peut aussi. Mais pour être d'accord avec vous, ce qui est pas très rassurant, c'est qu'il arrivait la même chose en Europe de l'Est au moment de la chute du mur, c'est-à-dire que les dépôts de munitions n'étaient pas gardés et on venait se servir au cul du camion. Exactement. C'est préoccupant. Donc, du coup, un audit est demandé des lieux, ce qui paraît, ça me paraît assez raisonnable et être effectivement un petit peu la moindre des choses. La fonte des effectifs de notre armée n'y est pas pour rien. On surveille plus les sites. Le chef d'état-major des armées a dit quand même à la fin de l'année dernière que nous sommes à l'os dans l'armée. Et pour qu'il prenne la parole, quand même, il faut le faire. Je confirme, c'est pareil à l'hôpital. Oui, sauf que c'est un petit peu moins, enfin c'est pas moins grave, mais les conséquences ne sont pas, exactement les mêmes. Mais c'est vrai que c'est une quand même ce qui s'est passé interroge et on se demande d'abord l'enquête on dira peut-être un petit peu plus sur d'éventuelles complicités, mais c'est tout de même assez inquiétant. D'autres sites peuvent être menacés aussi. Visiblement. Et on est en Vigipirate. Voilà. Donc vous vouliez parler du tabac, Michel Delaunay. C'est votre dada, c'est peut-être pas très bien choisi, mais l'OMS hier a lancé un appel. Oui. Le mot est trop faible, le dada, vous savez. Votre obsession, c'est votre obsession, votre... C'est en tout cas un enjeu que je crois de l'importance de l'abolition de la peine de mort. C'est quand même, dans le monde, on meurt toutes les 6 secondes du tabac. 15 millions l'année dernière. Enfin, c'est correct quand même, ça mérite intérêt. L'OMS a lancé hier un appel pour que tous les gouvernements augmentent les taxes sur les paquets de cigarettes. Alors, l'OMS a confirmé, validé ce que nous savons depuis toujours. Toutes les études convergent. Toutes les études scientifiques, épidémiologiques, toutes. Il n'y a que l'augmentation du prix qui obtient une réduction importante de la consommation. Et je rends hommage à Jacques Chirac, vous voyez que je suis capable de tout. Le premier plan cancer, augmentation de 30% du prix, réduction de la consommation de 30%. Donc nous le savons. Alors,
les buralistes, et je ne les désapprouve pas. De combien de temps Pardon? Depuis 10 ans. Les paquets de cigarettes ont augmenté. Alors, ils ont augmenté de 30 centimes tous les ans ou tous les 2 ans, mais ce qui est efficace, c'est une augmentation importante en une seule fois. Ouais. Et nous avons tout fait pour que ce ne soit jamais le cas, sauf en 2003-2004. Donc, les buralistes relayent la menace des cigarettiers, parce que ça n'est que cela. Ce sont les cigarettiers qui entretiennent le commerce illicite entre les pays. Ils disent, écoutez, c'est pas important. Si vous augmentez le prix en France, eh bien, le Luxembourg fournira davantage et vous perdrez des taxes et vous aurez toujours, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, le même nombre de morts. Ce qui est le cas. Non, le nombre de morts augmente un peu. Donc, en effet, il faut, là on parle de l'Europe, il faut que l'Europe se saisisse vigoureusement du problème. En effet, le Luxembourg, qui n'est pas connu, enfin j'aime beaucoup M. Juncker, mais comme un pays humaniste, mais plutôt financier. Mais il y a un manque de courage politique. Il y a un manque de courage politique européen. Oui. Et pour tout vous dire, et pour la première fois, je le dis en public, j'ai écrit à Laurent Fabius, j'ai parlé au président Hollande en disant l'homme politique qui ira devant l'Europe en disant c'est difficile, il y a les tanks Sherman des cigarettiers qui nous attendent, mais il faut le faire, nous devons faire dès demain le paquet tous ensemble à plus de 10 €. Et quand je dis plus de 10 €, nettement plus de 10 €. Oui. Celui-là qui dira je veux la sortie du tabac dans les 10 ans, celui-là aura une stature européenne véritable et rentrera dans l'histoire. Oui, vous en Pardon. Vous en répondu, président enfin, secret défense. Secret défense. Mais vous avez senti une sensibilité au sujet? Je me prends volontiers. Ils ont d'abord allumé une cigarette pour réfléchir. Voilà. Non, aucun des deux ne fume. Non, je me prends volontiers quelquefois pour la fille de Jules César. Et j'ai l'impression qu'il y a un infléchissement très net de notre gouvernement. Mais ce que je redoute, je le dis très clairement, car il n'y a que ça qui fait avancer, c'est que nous fassions la politique des petits pas. Et que nous n'ayons pas cette attitude radicale qui a été celle de Mitterrand pour la peine de mort. Je reprends la comparaison. S'il avait attendu que les sondages s'améliorent, on en serait toujours au même point. Voilà, il y a un moment où il faut qu'un homme ou une femme politique, je dis ça, je dis rien, dise « je veux et ça sera ». Oui, mais il faut vouloir. Il faut vouloir, parce que je fais un petit parallèle avec la sécurité routière. Il faut quand même admettre que tout ce qui avait été fait en matière de sécurité routière est en train de s'effondrer totalement. Donc 2 sujets extrêmement graves que sont et la sécurité routière et totalement. Et quand on a voulu pour la sécurité routière, et je rends hommage au passage à Mme Jurgensen, on a pu. Oui, on a eu des résultats radicaux. On a pu, absolument, parce qu'il y avait un délégué interministériel qui faisait son boulot, qui était Rémi Hess à l'époque, et depuis, je suis incapable de vous citer le nom d'un... Pour le tabac, on peut, mais il faut que ce soit européen. J'ai une question un peu naïve, mais si c'est vraiment si dangereux que ça, le tabac, j'ai aucun doute. Non, mais je vous promets. J'ai aucun doute sur le fait que ça l'est. Pourquoi on ne l'interdit pas? Je fume pas, etc. Pourquoi il n'y a pas d'interdiction? Eh bien, c'est tout à fait clair, parce que c'est trop tard. Pourquoi cette politique qui consiste finalement à donner des cigarettes aux riches et à priver les pauvres de cigarettes? Ah, c'est pas du... On éduque les pauvres par la abolition. Alors je vous réponds. C'est pas une interdiction pure et simple parce que par ailleurs l'État gagne beaucoup d'argent sur la vente des paquets de cigarettes. L'État gagne 14 milliards, cher monsieur, et l'État et le tabac lui en coûte 47. 3 fois le déficit de la sécurité sociale. Pourquoi on n'interdit pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est trop tard. Et que là aussi, il faudrait une mesure au minimum européenne. Allez, au minimum. Éric Anceau, je rejoins tout à fait Michel Delaunay et sur le constat et sur la volonté politique. La différence avec la sécurité routière, c'est que là, nous sommes dans la contrainte européenne. Voilà. Je vous rappelle quand même le poids des lobbies à Bruxelles. On est dans un schéma qui correspond à celui qu'on a aux États-Unis, à Washington. Et là, la donnée est quand même d'une autre échelle. Alors, aux États-Unis, grâce en particulier à l'action de groupe que j'essaye de pousser de manière féroce, eh bien, ils ont réduit notablement la consommation. Notablement.
Pardon ? La consommation en cancer. Pas du tout, non. Elle a même légèrement frémi à la hausse. C'est les derniers chiffres qui viennent de m'être donnés et un de vos confrères. Les États-Unis ont une attitude beaucoup plus dure par rapport aux cigarettiers que la France ou l'Europe. C'est-à-dire que les actions, les classes actions qui n'existent pas en France. Les actions de groupe. Mais soutenez-moi, je veux y arriver. Eh bien, écoutez, on va vous soutenir. Et donc, vous vouliez parler de ce sujet, ça tombait bien avec cet appel de l'OMS, mais il faut encore une fois. Absolument. Mais il a une chance d'être entendu ou pas du tout ? Je pense vraiment que la sortie du tabac est inéluctable. Parce que, non pas parce qu'il y a ces pauvres personnes qui meurent, tout le monde, mais parce que ça coûte trop cher. Ah, d'accord. Coûte trop cher et que demain, nous ne pourrons pas payer les innovations technologiques et thérapeutiques du cancer, par exemple, parce que nous sommes plombés 3 fois le déficit de la sécurité sociale. Nous ne pourrons pas payer le grand âge, la perte d'autonomie, parce qu'on n'a pas les sous. Alors qu'on peut les avoir. Vous êtes convaincus, j'en suis sûre. Sûrement, certainement. Je pense que vous serez entendus. Vous êtes convaincante. Oui. Faut-il recentrer les programmes d'histoire sur le récit national ? Ça fait partie des propositions d'un rapport qui est remis aujourd'hui. Je pense que vous allez dire oui. Remis. La France, je le sens bien. Un rapport parlementaire. Exactement. Vous êtes perspicace. C'est un rapport parlementaire sur les pertes des valeurs républicaines qui est remis aujourd'hui à la Commission des affaires culturelles du Sénat pour favoriser le sentiment d'appartenance à la nation. Un certain nombre de propositions sont faites. Interdire les signes religieux pour les accompagnateurs de sorties scolaires, mettre en place une tenue d'établissement, de recentrer les programmes d'histoire sur le récit national. Gérard Larcher, qui s'est emparé du problème au début de l'année, à la suite des attentats, n'a fait que reprendre le programme de Debout la France que nous avons élaboré il y a 2 ans. Si vous avez déjà gagné, c'est pas la peine de continuer à vous présenter. Parce que ce rapport sénatorial, quel va être son sort ? Il va être enterré. Le gouvernement n'en voudra pas. Alors le récit national, oui, 1000 fois oui. Et je rappelle que le récit national n'est pas le roman national. En tant qu'historien, je ne défendrai jamais le roman national. Des avancées scientifiques ont montré les effets dramatiques de l'esclavage, de la colonisation, etc. Mais à l'inverse, on est dans une déploration perpétuelle aujourd'hui. Il suffit de regarder les programmes tels qu'ils ont été pondus dans la réforme du collège. Dieu merci, la ministre a dit qu'ils allaient être revus et on attend la nouvelle mouture en septembre. Il faut un moyen terme. Ce moyen terme, c'est le récit national. Donc je ne peux que souscrire. Et qu'est-ce que ça veut dire le récit national ? Le récit national, c'est replacer. On va parler que de Jeanne d'Arc et pas, je prends un exemple au hasard, et pas de la Seconde Guerre mondiale. C'est quoi pas du tout. La France a pris une part dans la Seconde Guerre mondiale et vous parlez un gaulliste. Donc on va parler uniquement de ce qui s'est passé en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas du tout. L'idée, si vous voulez, c'est qu'au tout petit, on va inculquer justement ce récit national et progressivement, en montant en âge, on va élargir les choses. Connaissons déjà ce qui fait lien dans la société. On parle d'union nationale et le président avait ce mot à la bouche, Emmanuel Valls avait ce mot à la bouche. Et regardez, moi il se trouve que ma femme est prof de collège, regardez les résultats du brevet des collèges et ce que mettent les enfants dans les copies du brevet des collèges, c'est tout à fait dramatique. Donc commençons par les fondamentaux et puis élargissons, on commence à élargir au collège et puis on élargit encore au lycée. Mais bien évidemment, je vous donne un exemple. Est-ce qu'il vous paraît plus utile d'étudier le règne de Louis XIV, ce qu'on appelle le grand siècle, et Dieu sait que je ne vais pas faire ici l'apologie de Louis XIV, il y a eu beaucoup de guerres sous Louis XIV, qu'un tel royaume africain qui a duré 200 ans et qui est très très éloigné des préoccupations des Français? Non, bien évidemment. Il faut que ce royaume ait sa place, mais peut-être un petit peu plus tard dans la scolarité, et pas dès le programme de 6e ou de 5e. Dernière minute, il y a dans ce rapport des choses inacceptables, et j'espère qu'elles ne viennent pas de vous, c'est par exemple la diminution des allocations familiales en cas d'absentéisme. Mais par contre, et vous voyez que je ne suis pas si gaucho que ça, je pense que les Français connaîtraient ce que coûte l'école et quelle chance c'est de pouvoir en profiter. On saurait combien revient une année scolaire. Ça ne me gênerait pas. C'est comme pour le coût de sa prise en charge de sécurité sociale. Et il y a une chose que j'approuve, mais il faut l'adapter, c'est l'idée qu'on puisse avoir
une tenue dont on soit fier. Alors pas du tout, moi j'ai eu autrefois, j'ose pas le dire, des tabliers à carreaux. Ça, je suis pas candidate. Là, l'idée c'est jean bleu, t-shirt blanc pour tout le monde. Oui, mais surtout un sweatshirt, par exemple, qui aurait, comme les Américains, UCLA. Les Américains sont fiers de l'université. Eh bien, monsieur, j'en suis sûr, serait très content s'il avait collège Vous auriez tous le t-shirt LCI. Non, mais c'était un choix comme ça. Parce que José, en ce moment, est-ce que ça a des chances d'aboutir, ce rapport? Non, pas du tout. Mais c'est assez marrant de lier c'est assez bizarre de lier le patriotisme au fait de connaître l'histoire de France. On peut être totalement inculte et très patriote. Et il faut quand même, c'est pas... Ça sert. C'est un peu bizarre. Ça sert quand même. Ah oui, quand même. Vous savez, c'est très idéologique, voilà. Les patriotes d'hier... C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français illettrés, je vous l'apprends peut-être ce matin, mais ça ne les empêche pas d'être patriotes. Ils ne connaissent pas forcément l'histoire de Louis XIV, mais ça ne les empêche pas d'aimer leur pays. Est-ce que l'inverse est vrai? C'est le rôle de l'école de ne pas les rendre illettrés. Allez, non, bien sûr. Et on n'a pas parlé de l'essentiel qui est le désaveu de Ségolène Royal, interdiction des feux de cheminée. Vous savez qu'elle avait dit que c'était une mesure ridicule. Eh bien, l'association, le tribunal administratif vient de désavouer la ministre en annulant l'arrêté préfectoral. Donc, les feux de cheminée sont de nouveau interdits. On va faire un feu de bois devant le tribunal administratif. Absolument, merci. Ségolène Royal. On soutient Ségolène. Allez, c'est la fin de cette émission. Nicolas Sarkozy sera aux 20h de TF1 ce soir pour s'exprimer sur la Grèce. Donc, nous commenterons évidemment cela demain. Merci à tous les quatre. Le journal sur LCI.